Avec Gessler Jean-Gilles, Jean-Emmanuel Pierre, professeur Chalmers-Larose et moi-même, Jean-Ernest Pierre. On va regarder, messieurs, cette tragédie à Laval. Un bonhomme chauffeur d'autobus de son état de Laval, à STL, qui rentre à vive allure sur une garderie. Au moment où on se parle encore, bon, le bilan... 6 ou 5 blessés, de jeunes enfants naturellement, et 2 morts. 2 morts, oui. Alors, vous allez voir comment les choses, on est comment tous touchés. Il y a dans ce groupe-là aussi au moins une famille haïtienne. Alors, j'ai quelqu'un qui connaît et est proche de cette famille-là, qui avait ses 2 enfants. La famille, 2 enfants à la garderie, qui au moment où le père entend la nouvelle, va chercher ses enfants, ses 2 enfants, et lui en donne un. Et puis, où est l'autre? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, le suspense et la douleur et tout ça, là. Bon, ça, c'est les gens touchés. Mais la famille de ce chauffeur-là, et on entend tous les témoignages et les gens qui côtoyaient le bonhomme à dire mais c'est pas Pierre, ça. C'est pas lui. On ne lui connaissait aucune rancune, aucune violence, etc. C'est pas lui. Et on se pose la question comment ça a pu arriver, messieurs. Et puis d'ailleurs, moi ma leçon, et chaque fois, je le dis, et surtout à mes collègues ici, qui me disent laissez les gens à leur culture, n'est-ce pas? Parce que quand on voit des choses comme ça se passer ailleurs, des bombes qui sont posées à droite et à gauche, des gouvernements qui prennent des mesures, n'est-ce pas? Et on regarde à la lumière de nos valeurs occidentales en disant il y a quelque chose qui cloche et il faudrait aller leur parler à ces gens-là, et etc., etc. Bon. Jean-Emmanuel va dire certainement que je fais un amalgame, je laisse tomber, n'est-ce pas, pour revenir à ce qui peut se passer dans la tête d'un individu en apparence normale pour l'amener à commettre un crime. Comme ça, moi, c'est du jamais vu chez des enfants. Les enfants, même quand on est malade, on les voit avec des ailes d'ange, n'est-ce pas? Pas comme quelqu'un qui pourrait nous vouloir du mal, n'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, on n'a aucune explication sur l'acte en tant que tel. Les gens de la garderie sont convaincus qu'il n'y a absolument aucun lien avec le chauffeur d'autobus. On va essayer de chercher des explications, mais l'exercice qu'il ne faut pas faire, c'est essayer d'entrer dans la tête de ce monsieur. Pour plusieurs raisons. Tu as des actes prémédités, comme tu peux avoir des actes qui sont commis sur les faits du moment, sur un coup de tête ou quelque chose qui s'est produit. Mais la seule chose, c'est qu'il est évident que ce n'est pas un accident, selon toute vraisemblance, que délibérément il a foncé sur cette garderie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est une société malade, soit dit en passant, je l'ai dit, pour que l'on comprenne. Moi, je refuse de trouver une explication ou une porte de sortie à des gens qui vont, à un moment donné, péter le plomb, parce qu'il y a des signes avant-coureurs, qu'il faut savoir aller chercher de l'aide, qu'il faut savoir s'arrêter et éviter des drames comme ça qui vont avoir des conséquences terribles pour les familles. Éviter, ça c'est bien beau. Après coup, éviter. Mais ce qui est arrivé à ce bonhomme aurait pu arriver à Gessler. On aurait pu un jour entendre on parle de Gessler, c'est notre Gessler qu'on n'a pas vu longtemps. Oh, professeur Chalmers-Larose, il est professeur à l'UQAM. Non, mais ça peut arriver à Jean-Ernest aussi, à tout le monde. Moi, je pense que c'est une tragédie humaine. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un un père de famille de 51 ans, qui est au service de la STL depuis 12 ans, qui n'a jamais eu d'histoire avec personne,
un beau jour, comme ça, il a détourné son autobus de sa voie régulière pour prendre une petite rue foncée sur... Ça, on est en plein dans le problème une sorte de problème de santé mentale. La santé mentale est sidérale, c'est immense. On n'est pas capable de comprendre ces questions-là. C'est pas scientifique. On est dans l'humeur, on est dans des émotions. On ne sait pas. Dans l'irrationnel aussi. D'abord, il n'a pas été soumis à un examen d'ordre psychiatrique pour savoir c'est quoi les motivations. Donc, il a été rencontré par les enquêteurs, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait une batterie de spécialistes qui va essayer analyser, le questionner pour savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer dans le temps, dans sa vie. Parce que, vous savez, c'est quelqu'un qui a été adopté. Tout petit, du Cambodge ou bien un pays asiatique. Et puis, ses parents adoptifs ont vécu avec lui quelque part dans le nord du Québec. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, un petit Québécois parlant québécois, et puis qui a été élevé dans les grands espaces que tu sais. Et quand on regarde l'individu, on le voit, un individu normal. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Moi, la seule chose que je vois, c'est que je pleure avec tous ses parents. C'est pour moi, c'est inimaginable. C'est surtout la situation des enfants. Moi, des enfants, et que ceux qui ont à peu près 5 ou 6 blessés graves, plus les 2 décès. Moi, je m'en tiens là, parce qu'on ne peut pas prévoir ça. Il y a Dr Carman, notre compatriote, qui a dit, oh bon, il s'est informé auprès du CIUS de Laval, il n'a pas eu d'antécédent, mais ces questions-là, tu peux pas les prévoir secondaire. Non, mais ça c'est secondaire. J'imagine que c'est en fait de la petite politique pour savoir qu'on est à jour dans la santé mentale. Professeur Chalmers? Je crois que on a tout dit. Hein. C'est une tragédie de plus. On ne peut que la déplorer. Et en même temps, on ne peut que pleurer avec les parents. Il faut aussi féliciter le travail de ceux qui étaient sur place, qui ont évité le pire. Les pompiers ou autres, les institutions les services qui sont prévus pour quand il y a des événements de ce genre-là, des drames qui se présentent. Pour ce qui est exactement du drame en lui-même, de l'auteur de ce drame-là, je ne peux commenter cette question-là. Je ne connais pas les motifs. S'il y en a. Je crois que l'affaire est devant la justice. Exactement, on est en train de chercher exactement quels sont les indices qui peuvent mener à la commission de l'acte. Pour l'instant, la thèse qui paraît, à mon avis, le plus probable, c'est une sorte de délire qui pourrait arriver dans les circonstances de ce genre. Je ne sais pas. Il me semble que ce n'est pas... Là, c'est surtout de réserve. Il me semble qu'il ne s'agirait pas d'un acte délibéré, fait en connaissance de cause. Bien entendu, c'est surtout de réserve. Ce sont des questions sur lesquelles je ne peux pas spéculer. Et je regrette de ne pas pouvoir en dire trop sur cette question. Messieurs, alors prenons le temps parce qu'on aurait pu vraiment y aller. Et puis c'est sagesse d'essayer de comprendre les faits qui entourent cet événement-là. Et prenons le temps parce que je veux quand même qu'on garde la dernière demi-heure après la pause commerciale de la demi à Haïti, réserver tout ça à Haïti. Regardons ce dossier d'Amira Al-Gabaroui sur la question d'islamophobie, un bing-bang entre le fédéral et le provincial. Justin Trudeau qui a nommé cette femme, n'est-ce pas, comme représentante, enfin, du fédéral pour faire en sorte d'attirer l'attention sur l'islamophobie, pas seulement
au Québec, mais au Canada. Et là, il y a eu cette levée de bouclier, n'est-ce pas, contre Amira Al-Gabaoui, en disant que cette femme-là, pour les déclarations qu'elle a faites par le passé, en disant elle a dit, on dirait qu'il y a quelque chose au Québec contre les islamistes, en tout cas ceux qui pratiquent l'islam comme religion avec leurs accoutrements, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose un peu au Québec. Elle a écrit ça et puis c'en est fait d'elle, n'est-ce pas? Et là, on demande même l'abolition du poste, messieurs. Est-ce qu'on n'exagère pas? Moi, je vous ai soumis ce texte de Isabelle Haché, qui a fait une analyse qui va remonter à presque toutes les déclarations, même sur la page Facebook de François Legault, lorsqu'il a participé à un anniversaire de l'attentat de Québec, n'est-ce pas? Et où on lui a dit, les Québécois ont écrit des textes vraiment anti-islamistes, n'est-ce pas? Et là, on continue à vouloir ignorer que l'islamophobie puisse exister au Québec. Est-ce qu'on veut cacher quelque chose, messieurs? Tout comme François Legault n'a pas reconnu le racisme systémique au Québec. Bon, moi, je crois que dans le cas de Mme El-Gabaoui, il faut d'abord s'assumer. C'était dans un contexte donné et c'était une militante et c'était un moment de grande douleur pour la communauté musulmane, en particulier après ces attentats. Et c'est une réalité, c'est un combat quand tu te trouves dans une situation où ce sont les mêmes tares qui sont restés avec l'histoire de Covid-19 par rapport aux Asiatiques, qui se font attaquer jusqu'à présent, en particulier aux États-Unis. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Et ça continue. Et en dehors de François Legault ou des membres, le gouvernement de la CAQ, qui ne reconnaissent pas que le racisme systémique existe bel et bien au Québec, dans la réalité, il y a des communautés qui vivent ce racisme-là avec des réflexes basés sur aussi des campagnes qui sont alimentées. On n'est pas au courant de toutes les campagnes qui sont menées parce que toutes les campagnes ne sont pas menées à visière levée. Il y a même des gens dans la presse très connus, qui alimentent ce type de campagne. Type de préjugés. Ce type de préjugés pour leur donner vie et une vie très longue. Et je m'excuse, je pense que Mme El-Gabaoui a fait ce qu'il fallait en s'excusant, en faisant la mise en contexte, en acceptant de présenter des excuses au Québec si le Québec s'était senti insulté. Elle s'est fait rouler dans la farine par Yves-François Blanchet, qui l'a rencontré et pour par la suite demander sa démission, etc. Je crois que moi, j'aurais la même attitude que Justin Trudeau. La seule chose, c'est que ça distrait. Un gouvernement n'a pas besoin d'autant de distractions par rapport... c'est la seule chose. Oui, Gessler. Moi, je ne connais pas le dossier parce que je ne l'ai pas suivi. Mais moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, comme Mano l'a dit, dans quel contexte elle a fait cette déclaration et qu'est-ce qu'elle a dit comment on dit ça, verbatim. Est-ce qu'elle a dit que la société québécoise dans son entier était islamophobe? Ou bien qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, passons outre. Ce que je sais, c'est que dans aucun pays, une société entière peut être xénophobe, raciste, anti-tout. Il y a toujours soit une minorité forte ou bien une légère majorité qui sont soit racistes, soit homophobes, soit antisémites, etc. Parce que pour moi, ce serait choquer un peuple, une société en disant qu'il est ceci, qu'il est cela. C'est comme nous en Haïti. Quand on dit les Haïtiens sont ci, ils sont ça parce qu'ils sont haïtiens. Et pourtant,
tu le sais très bien, il y a en Haïti, contrairement au Québec, c'est une société de classe sociale. Donc, les Haïtiens de certains niveaux intellectuels, éducationnels, ne pensent pas de la même façon que au Québec, c'est pareil. Donc, moi, je pense qu'au Québec, il y a des islamophobes. Et on sait où ils se trouvent. Il y a des chroniqueurs qui poussent dans ce sens-là. Mais est-ce qu'ils sont majoritaires? Non. C'est ça. Mais, professeur, il y a à Chalmers des situations vécues par ces gens-là. C'est là, des fois, quand, oui, moi j'ai déjà dit, les gens peuvent être racistes tant qu'ils veulent, en autant que leur décision ne me touche pas. Mais quand vous avez de ces gens qui vous invectivent dans l'autobus, qui vous emmerdent, qui ne vous engagent pas, et le dossier passe toujours en dessous de la pile, là, ça devient inquiétant. Et ça mérite d'avoir une enquête. Et si on dit non, que le racisme systémique, on ferme la porte, n'est-ce pas, n'existe pas, l'islamophobie n'existe pas au Québec, eh ben, on vient de régler le problème, professeur? Non, pas nécessairement. Mais écoutez, dans ce débat-là, je partage tout à fait la position exprimée par certains au Québec concernant la manière dont le gouvernement fédéral a géré ce dossier-là. Surtout en nommant une personne pour lutter contre l'islamophobie. Je ne sais pas exactement c'est quoi sa fonction, son titre ni sa fonction. Mais c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons. Okay? J'aurais plutôt tendance à penser que le gouvernement fédéral n'a pas besoin de nommer une personne pour s'occuper d'une question aussi complexe qui n'est pas nécessairement une fonction bureaucratique. Ce que le gouvernement fédéral a cherché à faire, c'est vraiment donner une réponse bureaucratique à un problème de fond, à un problème social réel et à un enjeu social complexe. Et pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Je ne suis pas en train de questionner si la madame, elle a dit que le Québec était raciste, etc. Là encore, je crois que c'est beaucoup de légèreté dans les propos. Mais la réponse du gouvernement fédéral vis-à-vis du problème de la question du rapport entre la société canadienne et les communautés musulmanes, qui est une réponse bureaucratique, me perturbe. Et donc, pour moi, c'est à ce niveau-là que je me place. Alors, donc, c'est ça, messieurs. On va aller à la pause, naturellement. La pause de la demi de l'heure. Et au retour, on regarde le dossier d'Haïti, dossier aussi complexe, mais on sait, Gessler est peut-être déçu. L'avion qui survolait Port-au-Prince ne survole plus Port-au-Prince, est revenu à Montréal, au Canada, à tout le monde. Revenu bredouille. Bredouille, mais est-ce qu'on est en train de se faire rouler dans la farine? Parce que moi, il y a au moins une chose. Depuis le temps que ça dure, ça fait facilement 4 mois depuis qu'on est dans l'attente. On se dit que quelque chose doit se passer. Le Canada s'en est mêlé. Il y a des mesures et des sanctions qui sont prises. Et puis, on attend les résultats. Moi, ça me fait voir une chose chez mes compatriotes. On a toujours une raison. Peut-être que c'est encore donné raison à Gessler, une raison de ne pas nous entendre. Et les étrangers obtiennent de nous une raison de ne pas intervenir. Et aujourd'hui, je constate que la plupart de ceux-là qui disaient qu'on n'avait pas besoin d'étrangers pour nous aider à résoudre la crise
eux ont encore les yeux en l'air à attendre quand est-ce que le secours, d'où nous viendra le secours, c'est une parole de la Bible, ça. D'où nous viendra le secours? Et puis le secours se fait désirer, messieurs, c'est du striptease comme en vin, légèrement de l'effeuillage on attend. C'est peut-être impropre en parlant de striptease parce que c'est effectivement n'oublie pas qu'on a une ministre des Affaires étrangères. Bon, alors moi je ne suis pas allé jusque-là, messieurs, mais au moins on attend et puis on semble devoir attendre longtemps encore malgré les déclarations de l'ONU, mais on va voir au retour qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que quelque chose va se passer dans le dossier d'Haïti? On fait la pause commerciale, on revient dans un instant. De retour avec Jean-Emmanuel Pierre, Gisler, Jean-Gilles et puis Chalmers Larose. Et on a mis la table pour Haïti, Jean-Emmanuel. Oui. C'est... Le micro est ouvert, mais si tu parles dans le micro, ça va aller encore mieux. Donc, on regarde la situation. Je dis que l'avion s'est déplacé un instant. Mais il y a cet émissaire des Nations Unies qui, à la sortie de cette mission, à l'aéroport international de Port-au-Prince, a fait une demande encore qu'il y ait une force spéciale armée pour aider le pays, la PNH, etc. Mais c'est une demande répétée. L'ONU est concernée par cette demande-là depuis plus de 4 mois, n'est-ce pas? Plus de 4 mois. Et rien n'est fait. Et on se demande est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait après l'étape du Canada, c'est-à-dire la démarche de l'armée canadienne. Bon. Les notes sont prises. Maintenant, il faut plus que des notes, là. Il faut agir. Il y a deux choses. Je crois qu'on est revenu dans la dynamique de réflexion, encore une fois, par rapport à cette intervention, parce qu'il y a eu une période où on n'en disait plus rien. Depuis ce fameux avion, il y a eu hier une rencontre de l'OEA où à l'unanimité on a voté en faveur d'une intervention d'une force de sécurité en soutien à la PNH en termes de coopération pour essayer de résoudre la situation. Je crois que le rapport réalisé par Volker Turk, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, ça va aussi avoir un effet. On est revenu sur les points sensibles, c'est-à-dire toute cette émotion plastifiée qu'on a vue de la communauté internationale. C'est sur l'humanitaire, l'essence était bloquée, qu'il y avait danger pour l'humanitaire, qu'on peut pas circuler, qu'il y avait un danger pour l'humanitaire. Là, concrètement, au-delà de tous ces blocages et de tous ces manque, il y a le fait que les gens sont tués, mais gratuitement. Il a évoqué une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est la question des snipers, c'est-à-dire des gens qui tuent pour s'entraîner, pour apprendre à tirer à quelqu'un qui va faire partie d'un gang, etc. Et aussi l'horreur dans les quartiers populaires, on les rapporte nous, mais que ça soit exposé aux yeux du monde, on parle en 3 mois de violence dans les bas quartiers de Cité-Soleil, à Brooklyn, dans le quartier de Brooklyn seulement, on parle de 269 personnes qui ont été tuées, de personnes qui ont été violées, d'enfants qui ont été violés. Alors, excusez du peu par rapport à cette humanitaire qui est plus une industrie qu'autre chose. Oui. Bon, concernant Haïti, moi, vous deux à ce studio, vous connaissez mon point, parce qu'Haïti, c'est une nuisance pour d'abord les États-Unis. La communauté internationale, c'est les États-Unis. Bon, que des Haïtiens meurent par dizaines, par centaines depuis 5, 10, 15 ans, ça fait rien, parce que le problème des États-Unis actuellement, c'est pas Haïti. Bon. Un autre point que je veux souligner, c'est que on parle des Nations Unies. Les Nations Unies ne sont rien, c'est le Conseil de sécurité. Et depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine,
ça brasse un petit peu au niveau du Conseil de sécurité entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Et Haïti est venu comme un autre point entre ces trois grandes puissances. C'est pas un point important. C'est pas important, mais c'est un point. C'est l'inverse. Haïti subit les contre-coups de cette compétition. Mais le problème, c'est que les Nations Unies peuvent pas intervenir sans une mission, un mandat du Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité étant parmi les 5 membres qui disposent de droit de veto, il y en a 2 qui feront bande à part. Pour l'instant, ils ne souhaitent pas donner ce mandat aux Nations Unies pour intervenir. Par contre, les Américains, je ne sais pas pourquoi, ils peuvent intervenir quand ils veulent, hein, mais ils ne voudront pas, il va laisser la patate chaude à un subalterne, par exemple le Canada, qui va faire des agitations un petit peu avec son avion, etc. Mais le maître de la question, ce sont les États-Unis. Quand ils décideront de faire quelque chose, ils le feront. Et professeur Larose, observateur de la scène américaine, des Amériques, de toutes les Amériques, on croyait que Joe Biden allait laisser passer le moment des élections pour intervenir par la suite. Non. Est-ce qu'on attend un signal? Tous les signaux sont au rouge pour Haïti. Est-ce qu'on s'occupe d'Haïti? Est-ce que Haïti fait partie des préoccupations de ces pays des Amériques? Je ne peux pas dire le contraire. Peut-être pas les États-Unis, mais le Canada montre suffisamment de volonté d'intervenir, mais ça prend le mot final des Américains, n'est-ce pas, professeur? Je ne sais pas, mais ça dépend de tout le débat autour de la question de l'intervention, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit intervention. Parce que pour ma part, il y a déjà de l'intervention en Haïti depuis longtemps. C'est-à-dire, si on parle de niveau d'intervention, on veut augmenter le niveau d'intervention, ça c'est autre chose. Maintenant, il s'agit de savoir comment ils cherchent à le faire et sous quel format, etc. Et c'est ça la vraie question maintenant, et sous quel leadership aussi. La vraie question pour eux, c'est de trouver un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de prendre le leadership d'une mission. Quelle serait la nature de cette mission? Je crois que au niveau des Nations Unies, M. Guterres avait bien indiqué la nature d'une possible intervention qui serait une intervention robuste. Quand dans le langage onusien, on utilise l'intervention robuste, ça veut dire que c'est une intervention qui va se faire sous le chapitre 7. Donc, il y a plusieurs formes d'intervention que prévoit le chapitre 7 des Nations Unies. Ce ne sera pas une expédition punitive, parce que Haïti n'a pas violé le droit international. Donc, ce ne serait pas le cas, mais ce serait plutôt une mission musclée, robuste, d'assistance à quelque chose. Selon le langage onusien, c'est pas... Moi, je suis tout à fait... j'essaie d'expliquer un peu ce qui se passe. Maintenant, professeur une intervention ne se fait pas dans le vide. Professeur il faut avoir des Larose, troupes. professeur Larose. Il faut avoir une administration. Il faut avoir aussi de l'argent. Donc, il faut qu'il y ait des acteurs qui acceptent de le financer. Ou encore, Haïti le finance lui-même par le biais d'un prêt que Haïti rembourserait, disons, dans quelques années, etc. Étant donné que c'est Haïti qui demande cette intervention-là aussi. Non, mais le chapitre... C'est de ça qu'il s'agit aussi. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, est-ce que ça permet au pays, même s'il est demandeur, qui dit volez s'il vous plaît à mon secours, est-ce que ça permet au pays d'avoir la voix au chapitre, de dire son mot? C'est non. C'est une mission qui est définie par les Nations Unies et du tout au tout, c'est-à-dire la feuille de route est décidée par les Nations Unies de A jusqu'à Z. Et jusqu'au moment où on se parle, les différentes interventions sur le chapitre 7 n'ont absolument donné, en bon québécois, on dirait que dalle.
Ah, mais là, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. L'idée de dire est-ce qu'il y a des résultats qui ont changé les choses sur le terrain. Ça c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés et qui ont vu que ça n'a rien donné. Y compris moi, que j'ai réalisé aussi des travaux sur cette question-là. C'est pour ça que jusqu'à présent, je suis contre une intervention, quelle que soit la nature de cette intervention-là. Je suis plutôt pour une coopération avec les forces régulières haïtiennes. J'ai mes idées sur cette question-là. Parce que pour le moment, Haïti a encore des forces régulières. C'est-à-dire vous avez une administration qui peut prélever des taxes. Vous avez encore une police qui peut exercer la violence sur les citoyens, et les citoyens l'acceptent. Vous avez quand même une force armée qui pourrait être mobilisée dans de telles situations. Ce qu'il faut faire, ce qu'on devrait faire, ce qu'on doit faire absolument, c'est d'augmenter les capacités. Qu'est-ce que ça veut dire, augmenter les capacités? C'est que Haïti doit se mettre en situation en mode d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut préparer un minimum de 500 policiers chaque 3 mois. Ça, Haïti doit pouvoir le faire parce que vous êtes dans une situation d'urgence. Donc, il faut que les forces armées d'Haïti préparent des militaires. À peu près chaque 6 mois, vous sortez 1000 militaires. Donc, à partir de ce moment, vous constituez une force capable d'aller faire face à certaines situations. Et en même temps, il faut que Haïti se mette dans une économie de guerre. OK? Et pour l'instant, c'est pas ce que je vois. Je vois qu'on parle d'histoire, de donner telle chose à l'éducation, telle chose au ministère de l'Affaires. Il faut une économie de guerre. C'est-à-dire que toutes les ressources du pays doivent s'orienter vers ça. Donc, si vous ne le faites pas et vous demandez à l'extérieur de venir vous aider, ça c'est autre chose. C'est un choix stratégique que vous faites. Mais écoutez, professeur, vous êtes spécialiste de cette question de sécurité ou de défense. Mais vous savez que notre police, il ne fait pas le poids. D'abord, sur le plan d'effectifs, on a une population de 12 à 15 millions de personnes pour combien? Moins de 4 000 à 5 000 policiers. Ce n'est pas suffisant. D'abord, leur formation et puis l'équipement. Tu dis que ce n'est pas suffisant, c'est insignifiant. Insignifiant. Bon. Quand on voit le niveau de violence des gangs en Haïti, même la police de Montréal ne pourrait pas faire face. Seule des unités spécialisées d'une police comme la police de Montréal ou de New York, ou bien la gendarmerie française, soit à la hauteur d'une telle terreur que ces gens-là soumettent à la population. La seule chose que je pense qu'on devrait d'abord permettre à ceux qui restent de notre armée de les équiper pour faire face. On les envoie 300, 400 comme éléments dans une ville donnée, parce que le militaire, il a une formation, là, il exécute. Hein. Donc, alors que la police n'a pas cette mission de militaire qu'on veut lui donner. C'est une distinction théorique, ça. Pardon? Comment? C'est une distinction purement théorique, la distinction entre militaires et policiers. C'est une distinction théorique. Voilà, c'est dans les situations d'urgence, il n'y a pas, cette distinction-là ne tient pas la route. Vous avez un pays à sauvegarder, et vous avez aussi une population à sécuriser. À sécuriser et à rescaper. Donc, à partir de ce moment, il n'y a plus de distinction entre policiers et militaires. Il faut tout simplement avoir des moyens suffisants. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que le pays qui s'appelle Haïti ne se donne pas ces moyens-là. Je ne sais pas pourquoi. Pour des raisons politiques, je ne sais pas. Pour des raisons d'association avec l'international, parce qu'on reste là, on pense que l'international va venir. Je ne sais pas. Vous devez vous mettre dans une économie de guerre où tout se fait par et pour la sauvegarde. Mais
Jean-Emmanuel, la première chose, même si Gessler dit, je ne connais vraiment pas l'effectif de la police nationale, je pensais qu'il était autour de 12 000, 10 000, mais si Gessler me parle de 4 5 000, ça me surprendrait, mais malgré tout... c'est plus, mais c'est tout juste. Pourquoi il dit ça? Les différentes promotions ont mis la police autour de 15 000, mais tu as eu des abandons de poste, tu as... Oui, mais on ne peut pas avoir abandonné jusqu'à, je sais pas, 10 000 personnes, 10 000 personnes qui auraient laissé... Mais peu importe. Ce que je sais, c'est que les bandits ne sont pas au nombre de 4-5 000 personnes. Là. La chose qui fait toute la différence, c'est dans l'armement. Les bandits sont vraiment en possession d'armes de guerre et d'armes sophistiquées et aussi, mais surtout, des munitions. On n'a pas de problème de munitions. Et si on parvient à faire en sorte que ces bandits ne disposent plus de munitions, je pense que le problème commence à être résolu. Est-ce que ça prend uniquement, est-ce que Haïti comme État a la capacité de faire en sorte que ces munitions cessent de rentrer sur le territoire d'Haïti en provenance? L'autre jour, Jean-Emmanuel racontait l'histoire, je pense que c'est dans l'Artibonite, c'est un groupe de bandits à Liancourt qui est venu tout simplement avec une équipe vraiment, une mission punitive, parce que des gens de la population ont arrêté 2 d'entre eux qui étaient en possession... de munitions, n'est-ce pas? Les munitions, ça circule un peu partout. Alors qu'on a pris des dispositions. On semble avoir pris des dispositions pour arrêter les commanditaires en Haïti. Et les munitions continuent de rentrer en Haïti, mais c'est une vaste plaisanterie. D'abord, il y a l'aberration de cette communauté internationale, dans l'incohérence de cette communauté internationale, qui, pendant des années, a eu un discours, tu sais, cette espèce de dissonance verbo-conceptuelle entre le dire, entre penser quelque chose et ce que vous faites. Soi-disant, ils veulent mettre en place une force de police professionnelle, sauf que dans le concret, c'est une police qui a une interdiction de commander des armes. On fait quoi là? Et ça continue. OK. On fait quoi avec ça? Donc c'est l'échec de la communauté internationale. D'abord, non, mais c'est pas seulement par rapport à ça. Cette police a été formée dès 1995 par des étrangers. Donc tu as cette bêtise incroyable. La deuxième chose, je rejoins Charles Meurs sur 2 choses. C'est aussi ma position sur le fait qu'il faut une coopération internationale en matière de sécurité. C'est incontournable. En ce moment, pour résoudre la crise, Gessler a raison, on voit ce que la police représente au quotidien. D'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, même les policiers ne se présentent plus à leur poste. Les policiers savent qu'ils ne peuvent pas faire face. Ils ont fui quasiment le bas Artibonite, où les hommes de basse Grand-Griffe ont pris un blindé qui était en poste à la police, etc. Et là, ils ont assassiné 6 ou 7 policiers parce que on était instable, on est inexact sur le chiffre. Ça, c'est à Liancourt. Et Jean-Ernest évoquait l'opération punitive pour vous dire à quel point Basse Grand-Griffe, qui était confiné à Savien, est en train de s'installer. Là, c'est à Verrette. Alors, une petite ville complètement calme qui, entre autres, il y a 2 zones de l'Artibonite que je voulais aller voir, c'est Verrette et Henry, qui sont apparemment des modèles de communauté calme et fonctionnelle. Même en eau, le problème, c'est que tu ne peux pas prendre de jeunes policiers qui ont été préparés pour faire de la police civile de proximité, et puis tu les envoies dans des... Non, mais je m'excuse là. Ouais. Dans les circonstances en Haïti, on prendrait des civils, on leur donnerait une formation. Parce que les bandits n'ont pas plus de formation. Ils réussissent à faire la job. Ils sont mieux armés que les policiers. Mais c'est ce qu'il te dit. Par armer ces gens-là et leur donner une formation. Mais des gens dans la...
Sous Aristide, on a commencé avec la protection de la population par des gens de bonne foi, n'est-ce pas, qui ont fait ce qu'on a appelé brigade de vigilance. Les brigades de vigilance. Ce que cette semaine, Mario André Sol a évoqué, et qui, venant de ces anciens militaires, de ces anciens responsables de la police, etc., est aussi une réalité à laquelle on se fie finalement, parce que pendant longtemps, tu as eu cette tendance dans les quartiers, même par rapport, par exemple, à un quartier comme Carrefour, même par rapport à Martissan, etc. Carrefour n'est pas contrôlé par les gangs armés parce que la population s'est organisée. Ah oui, et les 2 ou 3 tentatives de Tilapli de s'installer dans la zone et de revenir, etc., ont échoué, et leurs hommes, les hommes de Tilapli, ont été tués et Tilapli lui-même repoussé. Bon, moi, j'ai 2 petits points. D'abord, les États-Unis qui jouent le grand protecteur d'Haïti, qui pense au bien d'Haïti. D'abord, toutes les armes, à 95% qui rentrent en Haïti, viennent des États-Unis. Alors là, s'ils voulaient nous aider, ils auraient pu mettre un contrôle au port de Miami, d'abord. Deuxièmement, pourquoi les Américains non seulement ont interdit aux alliés d'Haïti de vendre des armes à Haïti? Parce qu'il y a un embargo, c'est depuis 2004 à peu près. Il y a un embargo. Oui. Haïti la police haïtienne ne peut plus acheter des armes appropriées par rapport au niveau de violence qui se fait en Haïti. Pendant ce temps, les bandits continuent à s'armer. Alors, mot de la fin, professeur Larose, parce que moi, j'ai commencé par dire, il y a une chose que ça nous permet de voir, tout le monde chez les Haïtiens. Il y en a qui disent, comme Larose, non. Moi, je suis contre une intervention en Haïti parce que quoi qu'on fasse, ça sera une intervention. Coopération sans... Ne jouons pas sur les mots. Intervention sans coopération, intervention quand même. Non, mais... Ça veut dire que les gens, des étrangers, vont fouler le sol de Dessalines parce que les Dessaliniens n'ont pas la capacité de faire le travail. Ils n'ont pas les moyens. Les étrangers ne vont pas fouler la terre de Dessalines. Les étrangers sont déjà sur la terre de Dessalines. La terre salée de Dessalines. Bon, bref, mais au moins, de quoi on parle? Chalmers Larose. Vous avez eu une belle démonstration d'interventionnisme. C'est l'aéronef canadien qui survolait le territoire haïtien, etc. Ça, c'est de l'intervention. Ça, c'est intervention passive. Ça, c'est une violation flagrante. Bien entendu, ça se fait avec la coopération des autorités haïtiennes, ça c'est autre chose. Mais c'est des autorités illégitimes. Un appareil étranger qui rentre qui surveille votre territoire, qui prend des informations que je ne sais pas s'ils partagent ces informations-là avec vous ou s'ils les gardent pour eux. Donc, vous avez quand même une situation d'interventionnisme flagrant. Donc, on est déjà dans l'intervention. Ce que je soulignais, c'était de savoir exactement quel niveau d'intervention qu'on est en train de préparer et quelle forme ce niveau d'intervention va prendre. Et ça, c'est autre chose. Et c'est pour cela aussi qu'il y a énormément de pourparlers qui vont dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est vraiment certain, c'est qu'il est de plus en plus improbable, étant donné les rivalités actuelles dans le système international, que l'ONU obtienne vraiment un mandat pour organiser une force. Et ça, c'est de plus en plus improbable dans les circonstances actuelles de la politique internationale. Donc, il va falloir passer par d'autres moyens pour le faire. C'est pour ça qu'on consulte avec CARICOM ou encore avec l'OEA ou encore aller vers une coalition de ceux qu'ils désirent ou encore une coalition d'amis d'Haïti, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de concocter. C'est pour ça que moi, je ne regarde pas tellement la communauté internationale. Je regarde exactement comment Haïti pourrait elle-même arriver à plus ou moins progressivement faire face à une telle situation. Si nous venons de passer 3 à 4 ans
face à cette même situation, nous pouvons encore passer. Non, professeur. Donc ça veut dire quoi? Il faut quand même mettre les jalons pour essayer de faire face progressivement à cette situation. Non. Là, on a vraiment atteint le fond du baril avec toutes ces descriptions-là. Professeur, je m'excuse d'être un peu rude en disant que pour nous qui vivons à l'extérieur, nous, c'est un problème qui est beaucoup plus sentimental, qui est beaucoup plus moral, etc. Moi, je connais des personnes qui sont directement touchés et qui ne vivent littéralement pas. Mais ça reste quand même à distance. Pour les gens qui vivent ce type de problème-là tous les jours, c'est une autre considération. Et ces gens-là, croyez-moi, là, il y en a qui disent que ce sont ces gens-là qui disent non à une intervention étrangère en Haïti. Même si vous dites oui à une intervention, ils n'interviennent pas. Mais voilà, regardons qu'est-ce qu'on peut modifier, comment on peut intervenir dans l'intervention étrangère. Et Jean-Hens, est-ce que tu imagines un beau petit soldat canadien ou américain intervenir, rentrer dans la bidonville haïtienne comme ça? Ça prend une coopération avec les Haïtiens. Non, mais ce qu'il faut comprendre dans la situation, c'est que fondamentalement, tu n'auras jamais de sortie dans cette crise. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer d'y aller avec la perspective d'une intervention, etc., tout en parlant d'élections. Parce que ce qu'ils ont toujours voulu, c'est l'organisation d'élections. Bon. D'ailleurs, à côté du constat que j'évoquais tout à l'heure de la part du haut-commissaire sur les droits de l'homme, du haut-commissaire des Nations Unies sur les droits de l'homme, on revient à la même chose, organisation des élections. Là, on est en train de légitimer, on tente de légitimer avec le Haut Conseil de transition le pouvoir de Ariel Henry, dans la perspective de ces élections. Mais tu sais qu'ils ne peuvent pas réaliser des élections comme ça, là. Ils peuvent être très audacieux, mais réaliser des élections sans... Non, je te dis, tout le brassage qui est en train de se faire, c'est dans cette perspective. Mais ça fait l'affaire des gens au pouvoir, que plus il y a l'insécurité, donc il n'y aura pas d'élection et qu'ils se maintiennent. Merci beaucoup. Non, mais le scénario qui est peut-être Professeur probable, Larose, le mot de la fin, oui. Oui, le scénario qui est peut-être probable, et c'est juste des considérations, c'est que c'est probable que le gouvernement, en accord avec le Haut Conseil de transition, publie ce qu'on appelle un calendrier électoral, met en place un conseil électoral, et que après ces opérations haïtiennes en faveur des élections, qu'il y a une force qui vienne appuyer ce processus. Oh non, moi, je pense que ça horripilerait davantage la population parce que la population veut... Les étrangers, ce qu'ils défendent en Haïti, c'est la démocratie. Oui. C'est pas les Haïtiens qui le défendent. Non, mais je sais. Non, mais ça, s'ils font ça de cette manière-là, ça serait vraiment très... difficile à accepter pour le peuple haïtien qui veut d'abord entendre parler de sécurité. Bon. Ils ont été déjà repoussés à Jacmel, n'est-ce pas? On vient de me souligner que le Premier ministre Justin Trudeau va se rendre à la réunion du CARICOM. Bon. Qui va se tenir les 15 et 16 février, c'est-à-dire la semaine prochaine. Une autre rencontre, et blablabla. Justin est déjà allé plus loin, Jean-Emmanuel. Il est déjà allé en avion en Haïti. Bon, alors... il avait été en Haïti dans la crise? Non. Il est allé en avion. Il est allé survoler. C'est lui qui conduisait. Bye bye. Arrête, là. Merci Gessler. Le mot de la fin. Content d'être là et puis probablement on ne sait pas. On ne sait pas. Probablement on ne sait pas. Jean-Emmanuel. Content de retrouver Gessler. Très très content, mais quoique je l'entends chez toi l'après-midi, mais très très content de retrouver les lumières de Charles Meurs, la rose. Un homme sobre et puis... Bonjour professeur que j'ai pas encore rencontré.
Bonjour, Gessler. C'est un plaisir. J'espère te rencontrer en personne. Ce sera un plaisir partagé. Quelle belle équipe d'amour. Merci, messieurs. Merci. Allez. À très bientôt. Bon week-end. Merci. Au revoir. Bon week-end. Merci à Gessler, Chalmers-Larose, Jean-Emmanuel Pierre. Merci à Jess Pierre. À qui d'autre? À Corny Mézier, à Ghislaine Hébert. Merci. Et on se retrouve, mesdames, messieurs, la semaine prochaine pour notre émission du même genre. Au revoir. À la prochaine. Tandem bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires.